Bienvenue au podcast Inspiration Santé avec votre hôtesse Émilie Boileau. Le podcast pour vous inspirer à rejoindre la santé optimale. Merci à Stéphane de Équipe Castleman chez RE/MAX de nous accueillir dans ses locaux. Bonjour Mathieu, bienvenue au podcast Inspiration Santé. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup de l'invitation, ça fait vraiment plaisir. On a eu quelques petits troubles techniques. Je tiens à dire que si tu étais de Gatineau, tu serais ici dans les bureaux. Oui, en fait, c'est certain. Au pire, je vais m'arranger cet été, je vais descendre. Parfait. Fait que là, je veux te présenter Mathieu Bouchard, naturopathe, fondateur de l'Institut AAT. Donc, c'est une école, est-ce qu'on dit genre médecine fonctionnelle, formation continue? On est techniquement une école de naturopathie, donc reconnue par le gouvernement du Québec comme école de naturopathie. C'est certain qu'on a ajouté beaucoup de formations. Fait que oui, c'est plus médecine fonctionnelle parce qu'on le voit un peu plus large que la naturopathie traditionnelle. Donc, à ton école, j'ai fait en 2015 mes premières formations, donc j'étais 9-9 dans l'entraînement. J'ai eu ma certification en 2011 d'entraîneur, puis j'ai commencé à suivre sur les réseaux sociaux, puis je pense que pour toi, la formation continue, tu as beaucoup de clients entraîneurs à ton école, si on peut dire clients étudiants. Tu encourages beaucoup les entraîneurs à se former, puis à rester à jour. Je pense que c'est une valeur que tu partages beaucoup. Donc, c'était évaluation du client somatotype, je pense, cascade hormonale, puis l'autre, c'était cortisol et le stress. Ouais. Donc, sur mon site web, les gens accrochent beaucoup à ça. Fait que je pense que c'est important. Est-ce que vous l'avez encore de disponible, cette formation-là, s'il y avait des gens qui encore... Oui, on donne encore ces formations-là parce que c'est sûr que les formations, ils changent souvent parce qu'on ajuste les données. En la donnant, on se rend compte quelque chose qui a changé, donc on ajuste le document. Fait que c'est des formations qui sont encore populaires. On en vend encore plusieurs fois par année. Ils sont enregistrées en ligne maintenant. On donne des formations qui sont 100% enregistrées. Donc, les gens n'ont pas besoin de se déplacer. Puis est-ce que c'est à travers votre site de l'Institut? Oui, c'est le souci de l'Institut d'information à la carte. Les gens ont juste à acheter la formation, ils l'écoutent à leur rythme, ils lisent les documents, puis ils font l'examen quand ils sont prêts. Alors, tu es quand même un homme, des fois, difficile à comprendre avec... en formation, j'ai fait plein de formations, mais je le trouve vraiment comique, puis tu rends ça vraiment le fun. Mais dirais-tu que tu es un homme cérébral ou émotif? Ah, écoute, c'est sûr que tout le monde que je connais va dire cérébral. Cérébral? Oh oui. Ma blonde Okay. et mon ex-femme y compris. Que tu es un homme cérébral. Ouais. Est-ce que tu dors? Oui, pas tant que ça. Mais bon, j'essaie, parce que j'ai dit à tout le monde de le faire, donc j'essaie de le faire plus. Donc, quand on s'est connus, on va parler tantôt parce que tu es fondateur d'une compagnie de suppléments, donc le NIH. On va en parler un petit peu plus tard là, pour les gens qui ça peut intéresser. Mais quand je t'ai connu en 2015, un homme qui a un background de bodybuilding, tu étais vraiment strict, rigide. Je me rappelle que je pense que tu ne mangeais même pas de bleuet, le style pour déjeuner. Tu as une approche plus soft maintenant pour avoir fait une de tes formations récemment avec mon équipe Team Boileau, ma gang d'entraîneurs. On dirait que tu as comme, je veux pas dire une dent, mais je sens dans ton speech que la culture du bodybuilding ne te fait plus, là. Tu te rejoins plus. Moi, j'ai terminé ma carrière, si on peut dire ça, de bodybuilder en 2009. Après ça, j'ai continué à être coach, mais je me rendais compte que, à part quelques entraîneurs ou quelques athlètes, parce que c'est pas tout le temps la faute de l'entraîneur, les gens se foutaient un peu de leur santé, là. C'était je vais être gros, je vais être cut, je vais être en shape, mais souvent, leur santé payait vraiment le prix. Ça, c'est ce je trouvais très déplorable dans ça. Je comprends, il y a des gens, c'est une priorité, il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me rejoignait plus du tout. Fait que j'ai décidé complètement d'orienter ma pratique vers de la médecine holistique. Puis j'ai eu des culturistes comme clients, ou des filles de fitness, parce que leur système était complètement déséquilibré. Donc, il fallait que je le rééquilibre. Mais ça ne va pas en compte de la philosophie de la médecine fonctionnelle, tout ça, le bodybuilding? Totalement. Comme le bodybuilding avec des stéroïdes, là, donc l'approche extrême, oui, ça va complètement contre l'aspect de la médecine intégrative.
Est-ce que toi, tu en as déjà consommé? Puis ça, je te demande ça sans te à l'aise. Dans les années de compétition, oui. Oui. OK. J'étais comme beaucoup plus gros avant que je suis là. Donc, oui. Donc, ça fait quand même un moment maintenant, là. Mais oui. Donc, est-ce que tu as eu des effets secondaires par rapport à ça ou tu n'en as pas fait assez que. À l'exception de la pilosité, non, pas vraiment. J'en ai parlé beaucoup dans un podcast parce que j'avais été invitée, puis c'est sûr qu'il y a des gens qui ont réagi à ça par rapport aux stéroïdes. Puis, je suis propriétaire d'un gym à Gatineau. Je le sais qu'il y en a partout, mais j'étais comme un peu tannée d'entendre que c'est bon pour la santé. Puis, c'est quand les jeunes commencent à 17-18 ans, ben ça, ayant des enfants, ça me dérange beaucoup. Donc, tu sais, on va se le dire, il n'y a rien de santé là-dedans. Puis, c'est du dopage. C'est un petit peu ça que j'essaie de dire. Fait que j'en ai parlé. Puis, quand je suis allée à ta formation, justement, récemment, j'ai comme senti que toi aussi, c'était pas vraiment direct, là. Je sentais que des fois, tu y allais un peu indirect, mais que tu t'adressais à ces gens-là qui pensaient que ça allait tout régler, là, en claquant des doigts. Bien, tu sais, on s'entend que de manipuler les hormones de manière exogène, ça a des effets secondaires, ça a des conséquences. Parce qu'en fait, ça peut être fait de manière intelligente. Tu sais, comme tu as vu dans la formation, je glissais quand même des points. Parce que j'ai des amis culturistes qui sont intelligents, là, qui font ça de manière intelligente, ils passent des prises de sang, ils regardent pour que tout reste dans des paramètres acceptables. Donc, il y a moyen de faire ça intelligent. Le problème, ben, c'est que il y a peut-être le trois quarts des coachs qui n'ont pas les compétences pour même être capables de faire ça intelligemment. Et après ça, tu as le trois quarts des athlètes qui s'en contrefoutent. Donc, tu sais, tu te rends compte que oui, il y en a qui font attention à leur santé. Oui, il y en a qui vont passer des prises de sang, ils vont regarder ce qui se passe, ils ne vont pas abuser, ils vont tout faire pour se garder en santé, mais c'est quand même une minorité. Mais pourquoi tu ferais des stéroïdes? Mettons, on va dire que tu dis que tu as certains amis qui en font, que c'est supervisé médicalement. Pourquoi que ça serait pas dommageable pour la santé pourquoi tu ne devrais pas aller au gym puis avoir un gain au niveau de la force, au niveau de la drive, au niveau de ta motivation? Tu sais, tout le monde voudrait là, optimiser leur testostérone ou. Ben oui, le problème, c'est que d'augmenter ton niveau de testostérone de manière exogène, ça vient avec des effets secondaires. Bon, ça vient avec une augmentation accrue des risques de maladies cardiovasculaires. Ça peut venir. Certaines études montrent que ça pourrait amplifier les risques de certaines conditions comme la dépression, comme la schizophrénie, comme les troubles bipolaires. Pourquoi? Parce que ça augmente drastiquement les niveaux de catécholamine, donc dopamine, adrénaline. Donc, on pourrait avoir une augmentation des risques. Est-ce que c'est causal? Non. On parle d'une corrélation, mais il y en a une. Tu sais, ce n'est pas sans effet secondaire de doubler, tripler ton niveau de testostérone. Je pense que les gens sont mal informés. Plus tu es jeune, tu sais, j'avais entendu qu'avant 25 ans, un homme n'est pas mature à 100% au niveau cérébral. Puis au niveau de ta prise de décision, en bas de 25 ans, tu peux penser de dire, je vais faire ça, il n'y a aucun risque. Je pense que c'est de le savoir avant, puis que la personne qui t'encadre puisse te dire, c'est quoi tes effets secondaires. Bien, c'est sûr qu'il y a des études qui montrent que le cortex préfrontal, donc la partie qui fait les décisions, finit de maturer vers l'âge de 25-26 ans chez l'homme. Donc, c'est certain qu'avant ça, c'est pour ça que les ados, les jeunes adultes, souvent, sont très risk-taking. Ils vont risquer beaucoup de choses, une mauvaise évaluation du risque, finalement. Parce que la partie qu'on appelle le cortex préfrontal dorsolatéral, qui est une évaluation très purement logique d'une situation, ne va pas être à son maximum de potentiel. Mais bref, aujourd'hui, moi, je veux absolument qu'on parle de gestion, mais c'est sûr que pour les gens qui nous écoutent, on va parler de plein d'affaires parce que j'ai l'opportunité de t'avoir avec moi. Donc, on va parler de choses un peu éparpillées, mais intéressantes. Tu m'as fait faire un achat, je veux dire que tu m'as fait peur, mais c'est mes amis qui m'ont acheté la Oura Ring. Après avoir fait ta formation, finalement, j'ai demandé le cadeau pour ma fête. Toi, tu disais que tu l'as. Est-ce que ça a été quoi, dans le fond? Pourquoi tu voulais te procurer là, cette bague-là? Bien, en fait, je l'ai acheté pour regarder. J'avais déjà une Fitbit, la Fitbit Versa, mais je n'étais pas capable de dormir avec. Donc, déjà que je ne dors pas très bien, ça me dérangeait. Donc, la prochaine étape, c'était de trouver quelque chose qui ne me dérangeait pas. Et une bague, c'était comme le plus petit gadget que je pouvais essayer.
Et après avoir regardé, je ne suis pas grand monde sur les réseaux sociaux, mais il y a une couple de médecins que je suis qui l'ont. Donc, je me suis dit, ben, je vais l'essayer, je vais voir si je suis capable d'avoir des données avec ça. En même temps, je vais tester des suppléments. Je vais tester si je prends tel supplément, qu'est-ce que ça fait sur mon rythme de sommeil. C'était surtout pour voir où j'en étais. Fait que c'était plus, pas tant au niveau de ta préparation pour la récupération, pour l'entraînement, mais plus pour le sommeil, même si c'est quand même relié. Là, il regarde plusieurs données, je pense, pour voir ta préparation. Oui, ben moi, c'était beaucoup pour mon sommeil parce que mon sommeil n'est pas de super bonne qualité. Donc, je voulais voir qu'est-ce que je pouvais faire pour essayer de l'augmenter, puis qu'est-ce qui nuisait vraiment. C'est sûr qu'à mon âge, ça fait longtemps que j'essaie des choses. Donc, j'avais déjà beaucoup de points que je voulais tester si ça se répercutait vraiment. Et je me suis rendu compte que oui, dans certains cas, exemple, la bague me disait la même chose si je faisais l'expérience 3, 4, 5 fois, puis d'autres choses, pas vraiment. Fait que je me suis dit, bon, ben, ça m'oriente vers des trucs à ne faire ou à ne pas faire. Je pense que le sommeil, c'est quelque chose que nos clients, autant ta clientèle, j'imagine que ma clientèle éprouve certaines difficultés, puis c'est quelque chose qu'on regarde, tu sais, au départ avec eux. Est-ce que tu remarques qu'il y en a qui ont des troubles chroniques de sommeil, fait que depuis l'enfance, qui sont capables, à l'aide de suppléments, là, tu sais, pas de pilules, mais vraiment une supplémentation avec vos produits, d'améliorer certains cycles du sommeil? Oui, c'est ça. Il y a même des études qui montrent maintenant que certains composés vont plus influencer certaines parties du sommeil. Tu as le REM sleep, le non-REM sleep, deep sleep. Donc, tu as plein de types de sommeil. Et tu te rends compte que certains composés qui ont été étudiés pour ça, et après, je les ai essayés, voir si ça faisait vraiment ça sur la bague. Et pour me rendre compte que les résultats étaient satisfaisants. Je ne te dirais pas que la différence est drastique le jour et la nuit, mais si on voit une amélioration, exemple du non-REM de 30 minutes en moyenne, bon, ben, c'est constant. Donc, il y a quand même une amélioration. Fait que c'est certain que les troubles chroniques du sommeil, c'est très rare quand on arrive à la trentaine, quarantaine, ça n'a pas été déjà médicamenté. Hein. On s'entend. Fait que c'est là que c'est dur. C'est là qu'on se bute à une adaptation du corps face au dysfonctionnement et une médication qui est souvent beaucoup trop forte pour le problème. Mais parlons de quelqu'un qui a des problèmes, mettons, qui dort, on va dire, un sommeil de comme 4-5 heures par nuit, qui vient avec un tempérament souvent comme agité, la tête, des pensées qui sont tout le temps comme intrusives. Tu sais, ça vient avec nos personnalités, on s'entend. Comme tu m'as dit, une personne cérébrale, on l'a dit tantôt, probablement créative, qui veut toujours apprendre. Comme quand tu te couches, sûrement que le cerveau, il se met pas à off tout de suite, qui fait que si je prends ma blonde qui est beaucoup dans le plaisir, qui est plus relax, elle a son petit travail, c'est tranquille, elle récupère beaucoup mieux que moi, elle attrape moins de virus aussi, des enfants, puis moi, je suis plus malade, puis je sens que mon sommeil est peut-être moins récupérateur. Mais j'ai toujours dormi comme ça. Je dors quand même bien, mais bref. Est-ce qu'une médication, on parle de médicaments, là, peu importe, trazodone, name it, est-ce que c'est nécessaire, quelqu'un qui a un trouble, mettons, depuis, on va dire, 2 ans de sommeil, qui impacte au niveau de l'énergie, la récupération, puis tout ça? Bien, on s'entend. Donc, c'est certain qu'il faut voir. Faut voir quel paramètre, quand on évalue la personne, est dysfonctionnel. Tu sais, si on compte que la personne a un horaire de sommeil-réveil qui est tout le temps à droite, à gauche, son horaire de repas est tout le temps à droite, à gauche, son horaire de vie est tout le temps, bien là, on a beaucoup de points à corriger. Tandis que si la personne a un trouble de sommeil et la plupart des paramètres sont déjà beaux, bien là, il va falloir travailler plus fort. Tu sais, quelqu'un qui fait déjà bien les choses, qui mange aux bonnes heures, qui essaie de se coucher toujours à 10 heures, puis que là, il y a encore de la difficulté, c'est sûr que ça va être plus compliqué de le faire dormir. Tu sais, jamais je vais dire qu'une médication comme trazodone est nécessaire, mais jamais je vais dire à un client de l'arrêter. Je comprends. Parce qu'on ne veut pas ces médicaments-là. C'est sûr que ça ne remplace pas le sommeil. Il y a des études qui le montrent, là, que ce n'est pas du vrai sommeil, mais ça calme le système nerveux, non? Ben c'est ça. Ça peut quand même au moins calmer un peu le système nerveux, mais ça ne va pas remplacer le sommeil. Parce que moi, sur la bague, mon sommeil est super optimal, tout est beau, je me couche tout le temps à la même heure. Tu sais, je suis quand même militaire avec l'heure à laquelle je me couche puis que je me lève. Fait que tout va quand même super bien. J'ai pas de misère à m'endormir. Je m'endors comme ça. On dirait c'est juste, je me tourne souvent. Fait que c'est comme si j'étais souvent dans un sommeil léger. Là. Ouais. Mon fils, il rentre, tout de suite, je me réveille. Fait que je suis facilement réveillable, mais je dors bien. Toi, la montre, là, est-ce qu'elle
Dans tes résultats, ça dit tout le temps optimal, bon, bon ou optimal? Non. Moi, quand je réussissais à pogner un 80, c'était formidable. Ça te mettait comme dans le rouge ou non? Ça me mettait souvent, vous devriez faire attention. Ben, Toi, est-ce que tu as déjà pris une médication pour dormir? non. Fait que parlons des suppléments qui pourraient être disponibles ou avec quoi tu travailles. Tu sais, ça peut être intéressant pour ma clientèle aussi de savoir quand il y a un trouble, par quoi qu'on peut commencer. Là, on a déjà dit d'avoir un horaire où est-ce qu'on se couche toujours à la même heure, puis on se lève à la même heure. Oublions comme tu sais, moi j'ai des jeunes enfants, ça, on n'a pas de contrôle quand même Non. que. Mais l'idéal, c'est d'essayer juste d'établir une routine, hein, parce que le corps va s'habituer à la routine dans un peu tout. L'horaire des repas, l'horaire de vie, l'horaire de sommeil, réveil. Donc, surtout sommeil. Réveil, ça peut varier un peu, mais le corps va s'habituer avec sa production de mélatonine, ses productions de cortisol, à arriver au sommeil en même temps que toi. Donc, c'est un peu la première chose. C'est sûr qu'après ça, un bon supplément de magnésium de base, c'est comme la base pour aider à décompresser le système nerveux. C'est le minéraux par excellence pour aider à justement calmer le système nerveux, aider à réduire l'impact du stress. Puis il y a des études cliniques sur ça, comme quoi ça améliore l'humeur, ça aide à baisser les taux de cortisol. Donc, c'est un bon magnésium, c'est la première chose qui serait recommandée. OK, puis là, si moi, je vais aller m'acheter du magnésium, n'importe quel, c'est correct. Je vais dans une espèce de boîte à grains, puis je parle à un naturopathe. Vous, avez-vous... Le magnésium qui est le plus étudié ou le plus connu pour le sommeil, on parle de magnésium sous forme glycinate de magnésium. Sinon, les formes comme la forme taurate aussi peuvent être assez intéressantes. Donc, c'est principalement plus calmant. Donc, c'est plus ça là, qui est intéressant. Donc là, tu as parlé d'aura, de magnésium, ensuite. Après ça, c'est certain que là, il y a un panoplie d'ingrédients qu'on peut se servir. On peut se tourner vers certaines plantes adaptogènes. Donc, tu connais les adaptogènes un peu. Se tourner vers des plantes comme l'ashwagandha, le basilic sacré, qui vont aider à baisser le niveau de stress. Donc, encore là, ces plantes-là agissent un peu comme des médicaments, mais sans les effets secondaires la plupart du temps. Et pas d'effet d'accoutumance non plus. Donc, c'est un peu différent. D'emblée, moi, je ne vais pas recommander les adaptogènes comme première solution. Je trouve que les adaptogènes sont des plantes qui travaillent très large, mais ce n'est pas ça que je vais recommander comme après le magnésium, ce n'est pas mon go-to. Donc, normalement, j'aime beaucoup les composés comme la L-théanine. Donc, la L-théanine, qui est un acide aminé qui vient du thé vert, qui va aider à calmer le système nerveux, qui va aider à moduler la production de glutamate et GABA, donc des neurotransmetteurs dans le cerveau associés au sommeil. Donc, ça, c'est un composé qui peut être intéressant et pour la gestion du stress et de l'anxiété et pour le sommeil. Donc. Puis là, moi, c'est sûr qu'en bureau, je recommande rien de ça. Là, on n'est pas équipé pour recommander ces suppléments. Est-ce que vous avez quelque chose, vous, au niveau de vos suppléments, qui est comme un complet là, de prendre avant le dodo, qui inclut comme le magnésium et l'L-théanine? Oui, en fait, là, ce qui arrive dans, je te dirais, peut-être 3 semaines, on va avoir un produit qui va s'appeler Restful. Donc, Restful, donc récupérateur, la traduction exacte du mot Restful, c'est en poudre. Donc, c'est du magnésium, de la théanine, du GABA, de la glycine. Donc, une poudre aromatisée que les clients peuvent juste mettre dans l'eau, prendre et aller 15, 20, 30 minutes plus tard, ça va faciliter beaucoup le sommeil. Donc, c'est un produit qui risque d'être en vente, là, je te dirais, dans la fin du mois, peut-être début juillet. Sur votre site, le NIH supplément. Oui, puis des points de vente aussi. Là, on a quelques points de vente. Là. OK. Tu sais, l'affaire avec les entraîneurs, puis dis-moi, là, est-ce que c'est un acte réservé à la naturopathie de conseiller des suppléments? Parce que nous, on travaille avec la protéine en poudre, là, je veux dire. Mais on conseille ça de suppléments, fait qu'on y va avec la nourriture, entraînement, mais rien. Donc, comment ça fonctionne? De recommander, parce qu'en fait, ce n'est pas une prescription, hein, c'est une recommandation, c'est une suggestion les suppléments. Encore là, il faut savoir qu'avant de donner des suppléments, il faut avoir de l'information sur la personne. Est-ce que la personne consomme des médicaments? Est-ce que la personne a des historiques de conditions médicales? Parce qu'il peut y avoir des interactions.
c'est sûr que quand on va avec le médicament comme le supplément comme le magnésium, les risques d'interaction sont très, 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 très faibles. C'est quand on rentre dans les plantes qu'il faut faire un petit peu plus attention. Donc, ça peut interférer avec les antidépresseurs, ça peut interférer avec les produits comme les antipsychotiques, ça peut interférer avec les sédatifs qui donnent pour le sommeil, comme le zopiclone. Donc, il peut avoir une interaction. Donc, c'est là qu'il faut poser des questions. Ce n'est pas un acte qui est réservé en soi, il faut juste le faire de manière intelligente pour pas que ce soit dangereux pour le public. Exactement. Nous, quand on fait la consultation, on demande toujours là, les médicaments, puis j'ai accès au dossier des entraîneurs, puis il y a beaucoup, beaucoup de gens sur les anxiolytiques, antidépresseurs. Donc, tu sais, le pharmacien est équipé pour... est-ce que les clients peuvent aller voir leur pharmacien pour leur demander? Ce n'est pas tous les pharmaciens qui sont très bien équipés pour connaître les différentes interactions. Il y a des logiciels, et c'est pas méchant, le pharmacien, c'est mon professionnel de la santé préféré. Là. Souvent, c'est lui que j'envoie pour les questions. C'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de bases de données, en fait, non plus, qui sont très à jour. Donc, la majorité du temps, ça va être, prends pas ça, ça peut interagir. Mais après ça, quand tu vas lire sur le sujet, tu ne peux pas trouver pourquoi ça va interagir. Il n'y a pas de connexion directe. Donc, c'est là que ça devient un peu abstrait. J'ai un ami aux États-Unis qui est maître herboriste, puis il me dit tout le temps, il dit, écoute, moi, ça fait 20 ans que je pratique. Il dit, des fois, ils disent de ne pas le faire avec ça, mais il dit, j'ai beau éplucher la littérature, il n'y en a pas de lien entre les deux. Fait qu'il dit, je l'ai essayé. Fait qu'il dit, moi, je ne ferais pas ça. Moi, je n'ai pas le droit. Donc, on n'a pas le droit de faire ça. Mais si le pharmacien dit que ça pourrait être dangereux, moi, les choses que je ne fais pas, c'est des plantes avec de la médication. Là, j'irai pas là. Même si je ne trouve pas le lien, même si je ne suis pas capable de trouver l'article qui dit que c'est dangereux, je vais écouter le pharmacien et c'est quelque chose. On le dit aux élèves, hein, on le dit toujours à nos élèves de ne pas faire ça, justement. C'est si la personne prend de la médication comme des antidépresseurs, de ne pas recommander des plantes qui ont le même genre d'effet. OK, parfait. Donc, en tout cas, moi, pour le sommeil, je trouve, en étant une athlète qui s'entraîne quand même là, beaucoup, c'est mon numéro 1, puis c'est la chose à laquelle j'accorde le plus d'importance, puis où est-ce que je suis super assidue, c'est le sommeil. Oui. J'ai vu tellement une différence, comme là, je me couche même 1 heure plus tôt en sachant que ça se peut que je me fasse réveiller la nuit ou des trucs comme ça. Puis, on le sait, le matin, notre humeur, l'énergie, l'anxiété, tout ça, c'est relié. Fait que je pense que je suis certaine, tu sais, j'ai dit ça comme ça, que les gens dorment moins que dorment plus qu'ils sont supposés. Fait que ça l'affecte beaucoup, 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 beaucoup. Puis, encore plus avec beaucoup de gens qui travaillent à la maison, fait que ça se couche plus tard parce qu'ils n'ont pas besoin de se lever plus tôt pour aller, tu sais, au bureau. Fait que, tu sais, je pense que les gens auraient davantage à travailler sur le sommeil. Bien, c'est certain que le sommeil, c'est un point primordial qu'on doit tous focusser sur essayer de l'améliorer. Il ne faut pas faire de l'anxiété non plus parce qu'on a un mauvais sommeil. Le but, c'est d'essayer de l'améliorer. Moi, je le sais que je ne dors pas super bien. Est-ce que je vais stresser à cause de ça? Non, je vais faire plus attention. Je vais faire exprès de me coucher un peu plus tôt parce que je sais que si je me couche plus tard, je dors plus mal. Je vais faire exprès il fait noir dans ma chambre. Je vais faire exprès de plein de petites choses pour essayer d'avoir la meilleure qualité de sommeil que je peux avoir. Est-ce que tu te considères comme une personne anxieuse? Oui. Personnellement, oui. Puis est-ce que ça a un impact sur ton sommeil? Oui, parce que souvent, ce qui m'empêche de dormir, c'est les pensées. C'est incessant. Donc, c'est ça qui va m'empêcher de dormir. Genre des pensées comme il faut que j'apprenne plus, je pense c'est bon, plus comme dans le mode performance. Ça dépend vraiment. Des fois, oui, ça va être de la performance. Des fois, ça va être des situations que j'ai vues dans la journée que je n'ai pas trouvé la solution. Puis là, je vais repasser les problèmes dans ma tête en boucle. C'est pour ça maintenant qu'un point qui a beaucoup changé quand on s'est rencontrés, maintenant, à partir de 8 heures le soir, tu ne me verras jamais devant un ordinateur. Genre, je ne travaille plus. Jamais. Est-ce que tu as vu une différence? Oui, parce que comme ça, au moins, ça me permet de déconnecter. Parce qu'après tout, pendant 2 heures, je vais la ranger, écouter la télé. Je vais écouter la télé parce que la télé, moi, je trouve ça tellement niaiseux que ça me déconnecte complètement. Fait que souvent, j'écoute la télé pour ne pas réfléchir. Une émission no-brainer. Exact. Je mets la télé et je vais mettre n'importe quoi. Je peux avoir vu un film 10 fois, je vais le mettre pareil juste parce que je ne veux pas penser. Moi, je pense que je suis une personne plus émotionnelle que cérébrale. Oui, je peux être dans ma pensée puis réfléchir, tout ça, mais plus émotionnelle. Est-ce que toi, tu te considères comme une personne extrêmement autodidacte? Oui, oui. Est-ce que tu penses que ton côté cérébral, intellectuel te nuit
dans ton anxiété ou dans ton stress quotidien? Est-ce que tu étais comme victime un peu de ça? Ah, clairement. On s'entend, là, ça vient avec le concept. Là. Donc, mon cerveau n'arrête jamais, mais pour toutes les raisons. Là. Mais tu apprends à gérer. Là, j'imagine avec ton expérience de comme justement de comme pas travailler jusqu'à 11 heures puis d'arriver à te calmer un peu. J'apprends à sortir, j'apprends à aller prendre des marches, j'apprends à mieux savoir quand arrêter de pousser parce que ça marche juste pas. Fait que c'est trouver comment faire mes tâches. Comme là, je me suis fait un horaire parce que j'avais perdu mon horaire avec les vacances. J'étais allé en vacances dernièrement. Puis à cause de ça, j'avais comme tout perdu mon horaire à cause que je voulais tout faire avant mes vacances. Quand je suis revenu, c'était tout perdu. Fait que là, je me suis dit, bon, on retourne sur l'horaire, ça va m'aider. Là, on a parlé de l'anxiété et tout ça, la digestion qui peut être liée aussi. Est-ce que tu penses que les gens, je ne sais pas ce que tu penses, mais les gens que tu vois, là, ils viennent souvent te voir pour les troubles digestifs, c'est quelque chose que tu traites, je pense que c'est quelque chose que tu vois beaucoup en bureau. Oui, mais c'est ça. Je vois beaucoup de gens aux prises avec ça. Des fois, les gens ne viennent pas me voir pour ça. Ils viennent me voir parce qu'ils vont pas aux toilettes. Ils viennent me voir parce que d'autres raisons. Puis quand on les évalue, on se rend compte que leur système digestif, ça va pas très bien. Donc, ils vont à la selle une fois par semaine. Ils ont des gros ballonnements. Ou le contraire. Hein, j'ai eu des cas de diarrhée dans les dernières années. Là, j'ai eu 3-4 cas de diarrhée intense. Pourtant, le médecin avait été vu, il n'y avait pas de maladie, tous les check-ups médicaux avaient été faits. Là. Puis il y avait de la diarrhée en continu qui se passait. Donc, quelqu'un là, qui vient de voir justement qu'il y a des troubles, est-ce que tu le conseilles tout de suite d'avoir comme une référence médicale, d'aller avec le médecin ou tu interviens tout de suite? Ça dépend de la personne. Donc, ça dépend du problème. La constipation, je vais quand même demander combien. Est-ce que ça fait plus qu'une semaine que tu n'es pas allé aux toilettes? Parce qu'après une semaine, il faut que tu réfères au médecin. Moi, je dis tout le temps, est-ce que tu as parlé avec ton pharmacien? Est-ce que tu as parlé avec ton médecin? Si la réponse est oui, j'ai vu un médecin, le médecin ne peut rien faire, il m'a donné X, Y, Z, ça ne fait rien. J'ai passé des prises de sang, j'ai passé plein, puis il n'y a rien. Moi, quand tout a été fait et il n'y a rien, là, je vais agir. Bon, mais qu'est-ce qui fait qu'on pourrait être constipé pendant une semaine? Mais écoute, le mouvement intestinal, donc la connexion système nerveux avec le système nerveux entérique, donc le système nerveux de l'intestin, est assez impressionnante. Donc, on le sait que ce qui se passe dans la vie peut impacter le transit intestinal. Hein. On le voit, on est plus stressé, ça va influencer la digestion, mais ce n'est pas rare que quand c'est un problème qui s'étend donc sur plusieurs années, voire plusieurs décennies dans certains cas, l'intestin soit rendu tellement habitué à ne pas répondre qu'il n'y a plus grand-chose qui se passe. Là. On n'a pas essayé d'envoyer des signaux. L'intestin ne se contracte pas, ne se vide pas. Donc, les gens sont rendus à prendre des laxatifs de manière quasiment chronique pour aller aux toilettes. Puis là, c'est là qu'il faut rebâtir la pyramide. Il faut repartir en haut et restimuler le péristaltisme, restimuler la connexion avec le nerf vague, finalement, là, qui va aider à stimuler le péristaltisme pour faire avancer l'intestin. Parce que l'intestin, lui, se contracte, donc fait avancer la nourriture. Et dans ces cas-là, les gens, souvent, ça ne se fait pas. C'est très difficile de travailler avec des clients qui vivent de constipation chronique, qui ont été voir le médecin, qui ont passé des tests, qui n'ont rien à faire, qui ont une perte de poids en plus. Fait que, tu sais, sur l'humeur, être ballonné puis constipé, il n'y a rien de plaisant, là. Tu n'es pas de bonne humeur. C'est comme, tu sais, c'est pas le fun. Puis souvent, tu vois que ça fait comme 20 ans, mais il y a des effets aussi là-dessus. J'avais une cliente, je me rappelle, j'ai lu pendant 3 ans, puis c'était chronique, là, une fois par semaine. Puis elle a eu un cancer de l'intestin. J'ai trouvé ça tellement triste comme dans sa quarantaine, puis elle est correcte maintenant, mais je pense qu'il ne faut pas prendre ça à la légère, la constipation non plus. Les deux, en fait, ne devraient pas être pris à la légère. Même la diarrhée chronique ou la constipation chronique, parce que l'impact que ça peut avoir au niveau des bactéries intestinales et vice-versa. Hein. Des fois, les bactéries vont avoir un impact sur le transit. À long terme, l'adaptation va être négative. Donc, l'adaptation ne sera pas bonne pour vous, c'est sûr. Donc, qu'est-ce qui a causé votre constipation ou qu'est-ce qui cause votre diarrhée va vous amener des problèmes sous-jacents avec le temps. Point. Assurément, mais la personne qui est constipée, là, est-ce qu'il y a un effet au niveau de la perte de poids? Est-ce que celle qui est constipée va avoir plus de difficultés de perdre du poids
que celle qui a la diarrhée? Je te dirais que c'est pas clair au niveau de la perte de poids. Le pourquoi est constipé peut influencer sa perte de poids. T'sais, on s'entend que la perte de poids est souvent reliée à du stress chronique. Pas la stress de poids, mais la constipation est souvent associée à un niveau de stress assez élevé. Le niveau de stress assez élevé, lui, va être influencé sur la perte de poids. Donc, souvent, c'est indirect parce qu'il n'y a pas tellement de différence. Oui, il y a une différence au niveau de l'absorption, donc des nutriments, parce que si la personne est constipée, le nutriment passe plus de temps dans l'intestin. Donc, il y a une différence qui est sûrement quand même un peu mineure sur l'absorption des calories en tant que telle. Donc, je ne pense pas que l'effet est direct. Je pense que c'est un effet indirect. Mais sur ta balance, il va y avoir un effet direct que ton poids va être plus, tu sais, selon... Oui, mais c'est que tu ne vas pas aux toilettes, tu retiens les matières fécales, c'est pas idéal. Non, c'est ça. Ensuite, les diarrhées, on en voit. Il y a tellement de gens qui m'appellent. Oui, moi, j'ai le syndrome du côlon irritable. Oui, moi, je suis intolérante au gluten. C'est quasiment comme une personne sur six là, qui me dit qu'il a le côlon irritable. Ça, c'est sûr. C'est comme, après, qui dit ça? Le médecin? C'est pas un gastro-entérologue qui a vu tous ces gens-là, on s'entend, là? Bien, tu sais, le syndrome du côlon irritable, j'appelle ça des diagnostics poubelles un peu, là. C'est des diagnostics syndromes. Donc, on regarde des symptômes, puis on donne un nom de condition. C'est ça que ça veut dire, un syndrome. Hein? C'est une collection de symptômes. Ce n'est pas un diagnostic très précis en soi. Et ce qui est intéressant avec la science, c'est que la science s'est tournée beaucoup vers le syndrome du côlon irritable parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Exact. Et la solution de la médecine, c'est quoi? Un antidépresseur. Oui. Mais quand tu regardes l'étiologie, donc le pourquoi, on se rend compte que c'est beaucoup plus associé à l'état du système nerveux et au stress qu'à l'alimentation. Mm-hmm. Puis, au niveau de l'alimentation, est-ce que tu penses que justement c'est réversible dans le sens que quelqu'un qui a le côlon irritable, que là, il peut manger aucune salade, aucun légume cru, ballonnement à côté, que, je sais pas, la personne, moi j'en connais, là, qui ont pris des antidépresseurs, puis que la constipation a arrêté, puis que les diarrhées ont arrêté, puis que les ballonnements ont arrêté. Ou qui ont changé d'antidépresseur, puis que l'antidépresseur n'était pas assez fort, ils ont changé, puis là, les troubles ont arrêté, tu sais. Est-ce que ce n'est pas nécessairement permanent? Tu n'es pas en crise, c'est sûr que tu n'es pas en crise tout le temps, mais jamais je croirais d'être ballonné 12 mois par année, c'est normal, là, d'être... Tu sais, moi, je veux dire, ça ne m'arrive pas d'être ballonné, à moins vraiment que j'ai trop mangé, mais je veux dire, je peux manger n'importe quoi, puis d'avoir un feeling, tu sais, je sais c'est quoi, là, j'étais enceinte, je ne comprenais pas c'était quoi l'expression d'une femme enceinte de 3 mois. Une fois que tu es enceinte, tu comprends c'est quoi être ballonné, puis c'est vrai, c'est pas le fun. C'est pas juste d'être gonflé, c'est en dedans comment tu te sens. Moi, à mon avis, c'est réversible parce que l'intestin humain est très plastique, donc très modifiable. Donc, on peut l'adapter quand même rapidement. Après ça, selon la personne, puis ça fait combien de temps que la personne a le problème, ça peut être long. Fait que nous, étant entraîneurs, là, quand on a des cas comme ça dans notre bureau, tu sais, comme là, j'ai une de mes entraîneurs qui me disait que je m'en venais au podcast avec toi, comme j'ai une cliente qui a de la diarrhée chronique, ça l'achale, comme vraiment pas mal au ventre, elle n'a pas de crampe, mais elle y va 2 fois par jour, puis c'est vraiment comme une diarrhée. Selon nous, on regarde l'échelle de Bristol, t'as comme de 1 à 8, là, ouais. Puis on peut voir que rendu à 8, c'est une diarrhée, là. Fait que 2 diarrhées comme ça, puis quand t'es ailleurs, c'est moins le fun, fait que c'est accaparant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces clientes-là? Bien, là, la première étape, c'est de regarder s'il y a des aliments qui sont pires. De faire des éliminations au niveau de certains aliments. Est-ce que ça peut être comme si tu parlais tout à l'heure de la laitue, mais il y a des gens que les légumes qui sont durs, comme les branches de laitue, comme certains crucifères, peuvent irriter un peu et créer de la diarrhée. Encore là, tu as aussi des gens qui sont, j'ai eu une cliente dernièrement comme ça, pas intolérante au lait, pas du tout, même, elle en a bu toute sa vie, mais là, maintenant, elle a d'autres conditions médicales, maintenant, ça lui donne des diarrhées. Oui, mais assurément, c'est rare que comme les gens qui sont avec nous vont comme boire du lait. Là, fait que, non, mais je parle d'un produit laitier en général. Comme c'est ça, yogourt, fromage, peu importe. C'est ça, c'est toujours ça qu'on va essayer. Là. Puis dans le fond, moi, j'ai une nutritionniste dans l'équipe. Ah! Comme, tu sais, ça va super bien là aussi. Fait qu'elle, elle va y aller par élimination. Mais, fait que c'est ça, fait qu'on y va par élimination, puis on peut voir peut-être qu'il y a vraiment des choses qui vont comme plus, tu sais, comme irriter l'intestin, si on peut dire.
Oui, le café aussi, des choses comme ça là, qui peuvent être un stimulant. J'essaie de donner des cas que j'ai eus. Fait que, c'est sûr qu'après ça, une situation qui est intéressante, si tu vas lire sur le concept de la IBS-D, donc la colon irritable avec diarrhée, une des premières choses qu'ils suggèrent de faire, c'est d'augmenter la consommation de fibres solubles. Et oui, j'ai vu ça, puis j'étais comme, ah, vraiment? Ouais. C'est vrai, c'est totalement vrai. En fait, c'est pour modifier l'environnement intestinal et aussi absorber de l'eau qui est dans les selles. Parce que quand les selles sont en liquide, c'est parce qu'il y a trop d'eau. Donc, en mettant des fibres, on va absorber de l'eau, on va être capable d'améliorer la texture et il va aussi y avoir un changement d'environnement. La plupart des fibres solubles ont un effet anti-inflammatoire sur l'intestin. J'avais vu que oui, un manque de fibres pouvait donner de la diarrhée. Exact. C'est plus rare, on va se le dire, non? Oui, c'est vrai que c'est plus rare, mais dans des cas, des fois, il y a des gens qui sont plus sensibles. Peut-être que c'est d'autres choses qui ont déclenché la diarrhée, mais que là, elle est juste entretenue par la situation. Est-ce que, tu sais, le stress, on le voit, là, souvent, c'est les gens stressés qu'on voit qui ont beaucoup de troubles anxieux, puis tout ça, qui ont ces troubles-là. Toi, comment tu vas attaquer le problème là, à fond quand on parle de troubles digestifs, ballonnement, peu importe. Mettons qu'on ne parle pas de troubles alimentaires puis de gens qui ont eu des restrictions dans le passé, là, disons qu'ils ont eu ils n'ont pas fait de compétition, pas de troubles alimentaires. Vraiment, tu t'attaquerais quoi en premier? Ben, c'est certain qu'après ça, je vais regarder l'hygiène alimentaire en général. Qu'est-ce que les clients mangent? Pourquoi ils font ces choix-là? Hein? Parce que ça, c'est intéressant de le savoir. On ne veut pas donner tout de suite des recommandations à une personne. On veut lui demander ce qu'elle mange, mais pourquoi elle mange ces choses-là. Parce que ça peut te dire beaucoup de choses. Tu sais, un client, exemple, que tu vois qui mange pratiquement pas de viande, ça ne veut peut-être pas dire que c'est parce qu'il n'aime pas ça. Ça veut peut-être te dire parce qu'elle ne digère pas. Fait que ça t'amène un point différent. Tu sais, moi, j'avais des clients, j'ai regardé le plan alimentaire, j'étais comme, OK, mais pourquoi tu ne manges jamais ça? Ah, je ne digère pas ça, ça me donne mal au ventre. Il n'y a pas vraiment de raison pour te donner mal au ventre. Fait que des fois, ça donne des points vers d'autres situations. Moi, souvent, je vais commencer juste par faire table rase puis stabiliser l'alimentation. Donc, parce que, veux pas, dans les gens qui sont très anxieux, un des problèmes majeurs, c'est la stabilité de la glycémie. Donc, la stabilité du taux de sucre. À cause de l'influence qu'a le système nerveux sur l'énergie disponible, si on réussit à corriger leur alimentation en mettant des recommandations que la glycémie va être plus stable, un peu comme on ferait qu'un diabétique, là, ben, on va minimiser aussi les écarts de glycémie, ce qui va aider le système à se calmer. Donc, ça, déjà là, c'est un point que peu de gens pensent à cet aspect-là. Moi, parce que j'ai beaucoup lu sur l'anxiété, tu te rends compte que c'est clair. Donc, c'est très, très clair qu'il faut travailler sur ce point-là. Après, certaines des molécules comme le magnésium, ça va être dans mes premières recommandations, mais c'est quasiment des premières recommandations pour tout le monde, du magnésium. Parce que même quelqu'un qui n'est pas très nerveux, du magnésium, ça va apporter un bénéfice. Parce que, exemple, si les personnes s'entraînent, ils vont avoir besoin de plus de magnésium. Donc, pour stabiliser la production d'ATP, pour faciliter la récupération. Donc, le magnésium peut servir à ça. Après, si quelqu'un qui est anxieux, bien là, tu vas augmenter la dose. Mais c'est tellement vrai, je vais te raconter une anecdote de tantôt, là, parce que, tu sais, moi, je suis anxieuse, mais des fois, c'est les gens qui me rendent anxieux. Mais on est allé monter une montagne comme 3 fois aujourd'hui, puis la qualité de l'air, là, ceux qui vont nous écouter, ça ne sera pas tout de suite, mais la qualité de l'air, en ce moment, n'est pas bonne, puis on n'est pas Non, ça ne doit pas. Donc, j'ai monté 3 fois une montagne. Je n'étais pas seule, quand même, débile à le faire. Et là, quand je suis revenue au gym, là, mon Dieu, tout le monde me trouvait donc wild et d'avoir pris des risques. Puis là, tout d'un coup, je me sentais fatiguée. Je suis comme, ah mon Dieu, on pourrait comme si j'avais faim. Vraiment comme si j'avais, ma glycémie, elle avait chuté. Puis c'est probablement l'anxiété qui a fait ça. Tu sais, je me sentais correcte. Là, tout est beau, mais je me remettais en question, là. Fait que automatiquement, quand je vis de l'anxiété, oui, je me sens plus comme je peux trembler ou avoir, c'est rare, là, mais je veux dire que oui, ça peut avoir un impact sur la glycémie. Oui. Puis, tu sais, souvent, on n'y pense pas, mais de le stabiliser. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent bénéficier d'une alimentation qui va stabiliser la glycémie aussi, là. Mais tu sais, j'ai eu un problème comme ça à mon voyage en France l'année dernière. C'est que moi, j'avais un vol à Paris. Puis le vol de Paris, au lieu de venir à Montréal, il atterrissait à Toronto. Puis de Toronto, après ça, on s'en venait à Montréal. Mais à Paris, le vol a été retardé. Fait que je manquais ma connexion
à Toronto. Donc, mon vol était retardé. Mais moi, j'étais sur le nerf parce que je ne voulais pas manquer mon vol parce que ça faisait que j'arrivais à Montréal, sinon vers 11 heures le soir. Mais moi, j'étais parti à 10 heures le matin de Paris. C'est long. Fait que c'était longtemps. Mais quand je suis arrivé à Toronto, tellement stressé, parce que je savais que j'avais manqué mon vol. Je n'étais pas sûr encore, mais j'étais allé voir et je l'avais manqué. J'ai fait une hypoglycémie. Il a fallu que je me trouve à manger parce que je filais tellement pas bien que j'avais chaud. Là, fait, mais pourtant, ma santé est bonne. J'avais mangé le matin un très bon déjeuner. C'est le stress. Fait que, en tout cas, magnésium, là, moi, j'en prends pas du tout. Puis, je pense que j'en ai déjà pris, là, justement, dans mes temps plus jeunes. Là. Présentement, je prends juste de la protéine en poudre, mais je pense que c'est quelque chose que je vais considérer. La mélatonine, c'est quelque chose que j'utilise avec les enfants. Là. Ça fonctionne super bien aussi. Puis que moi, j'utilise le dimanche pour comme me remettre. Tu sais, le vendredi, samedi, je me couche plus tard. Fait qu'on dirait le dimanche, je veux comme me restarter. Fait que c'est quelque chose que je fais. Tu sais, le magnésium, je ne sais pas si ça fonctionnerait, mais en tout cas, je prends genre 2,5 mg de mélatonine puis ça fonctionne. Là. Oh, tant mieux. C'est ça, presque rien. Avez-vous des trucs avec la mélatonine? Non, ça, on n'en fait pas. Parce que la mélatonine, il y a beaucoup de gens que ça ne leur fait pas. Dans quel sens? Le matin, ils vont se lever plus fatigués, plus gommés. Puis c'est tellement facile à trouver pour pas cher que si quelqu'un veut en ajouter une de nos formules, ben on préfère qu'il aille s'en acheter. Fait que dans le fond, au niveau de vos formules, il n'y a personne qui vous a dit qu'il se levait gommé bien raide. Parce que oui, avec la mélatonine, j'ai des clients qui ne peuvent pas prendre ça du tout. Exact. On a deux formules. On a celle qui s'appelle Herbal Night actuellement, qui est que des plantes sédatives avec un petit peu de magnésium. Puis on va avoir le Restful dans 3 semaines, qui lui, c'est que des acides aminés et des minéraux. Donc, c'est deux formules complètement différentes, très complémentaires, mais il n'y a pas de mélatonine dans aucune des deux, puis pas d'effet que le lendemain, tu te sens un peu poqué. Sans fatigué. Donc là, mettons, on a regardé de la digestion, fait qu'il faudrait avoir une routine alimentaire stable, évaluer les aliments qu'on a, regarder ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. L'exercice aussi, c'est quelque chose. L'exercice, c'est un point incroyable. Bougez, allez prendre des marches, faites quelque chose. Votre intestin est très sensible à ça. Je me rappelle, quand je travaillais à Pierre-Jeannet comme travailleur social, je travaillais beaucoup avec les psychiatres. Puis, tu sais, quand tu commences des antidépresseurs, souvent, au niveau de la digestion, tu peux avoir de la constipation, c'est un effet secondaire. Tu sais, les psychiatres, là, au niveau de l'empathie, des fois, c'est pas toujours là. Fait que je me rappelle en rendez-vous, gars, va marcher, là, va faire le tour du bloc, là, arrête de rester assis, là, prends de l'eau, puis tu me reviendras, comme, on va dire, active-toi, du moins, là. C'est vrai, là, je veux dire, si je vais faire de la course à pied ou, tu sais, je vais courir 5-10 km, ça stimule, là. Oh oui, c'est normal. En fait, c'est normal, on fait bouger le système. Fait que là, toi, c'est quelque chose est-ce que tu travailles beaucoup avec l'activité physique avec tes clients ou c'est quelque chose que tu n'approches pas? Oui, bien, c'est certain que quand les clients sont déjà pas actifs, pas tellement, des fois, j'ai des clients un peu plus âgés, je vais leur suggérer d'aller faire des activités qu'ils sont capables de faire. Donc, aller prendre des marches, faire de la natation, faire un petit peu de musculation à la maison avec des tout petits poids s'ils sont capables. Donc, bouger. Tu sais, l'être humain est fait pour bouger. Hein? Un des plus gros problèmes de l'être humain, c'est la sédentarité. Mm-hmm. Est-ce que tu te considères sédentaire? J'essaye que non. Tu sais, je m'entraîne 4 fois semaine, j'essaie de marcher mon 6 000 pas par jour, des fois beaucoup plus, mais j'essaie de toujours sortir au moins une fois par jour, prendre une marche. J'essaie de ne pas rester assis sur mes fesses plus qu'1 heure et demie en ligne. C'est bon? Oui. C'est bon. En vieillissant, hein, on vieillit, là, fait qu'on va faire attention. Puis pour toi, c'est quoi un bon entraîneur? Parce que c'est sûr que tu travailles avec des entraîneurs qui vont référer. Moi, à un moment donné, je t'avais référé quelques clients pour les troubles digestifs, ma soeur aussi. Quoi d'autre que je t'avais... Dans le temps, tu en faisais là, des clients, mais là, après, c'était plus Mélodie, qui est un partenaire d'affaires là, qui les prend, mais qui avait soit des troubles alimentaires ou... Exact. C'est ça, fait que tu faisais ça. Fait que des fois, peut-être que toi, est-ce que tu fais des plans d'entraînement? Sûrement pas. Non, j'en fais. En fait, j'ai déjà fait parce que j'ai des formations d'entraîneur, mais c'est tellement longtemps que je n'ai pas fait ça que c'est plus quelque chose que je fais. Fait que c'est pour toi, là, un entraîneur que tu estimes ou que tu référais tes clients, c'est quoi un bon entraîneur? Parce que je le sais que sur ton Facebook, honnêtement, c'est divertissant. Tu peux essayer de protéger les gens, les auditeurs, peu importe, là, tes membres Facebook, des charlatans
qui essaie de dire un paquet d'affaires, comme je sais pas, j'ai vu cette semaine, tu disais, c'était quoi, tu disais par rapport, ouais, si tu manges des glucides au déjeuner, tu n'iras pas en enfer, ou tu sais, je sais pas quoi. Tu mourras pas. Tu peux te moquer c'est sûr, certains entraîneurs, mais je veux savoir, là, dans ton livre à toi. Ben, à mon avis, c'est plus un bon entraîneur va toujours être capable d'amener de la nuance. Va toujours être capable d'être très s'adapter à son client. Tu sais, c'est pas parce qu'un exemple, tu sais, moi, je mange une diète très riche en viande, un peu de glucides, mais pas trop, mais parce que moi, ça me va bien. Mais j'ai des clients qui mangent 3 fois plus de glucides que moi, beaucoup moins de viande, plus de légumineuses. Tu sais, ma blonde est végétarienne. Donc, puis sa alimentation est très bonne, ça va vraiment bien. Il faut être capable d'être nuancé. Un entraîneur qui n'est pas capable d'être nuancé, déjà là, moi, c'est un red flag. L'entraîneur, exemple, qui est juste capable de dire que c'est le CrossFit le meilleur entraînement, ben, on a un problème. Parce que si tu étais vraiment entraîneur, tu serais capable d'être entraîneur. Donc, de trouver des méthodes d'entraînement qui s'adaptent à tout le monde. Et à ton client, tu sais, quand tu dis nuancé, je pense souvent les erreurs, c'est que les entraîneurs qui commencent, ils vont faire ce qui fonctionne avec eux. Ouais. Tu sais, comme tu dis, toi, tu manges viande glucide beaucoup. Moi, je sais aussi qu'est-ce que j'ai besoin pour avoir un environnement hormonal qui est optimal. Puis, en m'entraînant, je le sais à quoi mon taux de gras il est qui va me nuire à mon énergie, puis tout ça. Fait que c'est sûr que si je mange juste de la viande, pas assez de carbs, mais ça, je suis pas quelqu'un qui engraisse rapidement. Fait qu'il faut y aller aussi avec notre profil hormonal, nos activités physiques, notre métabolisme, tout ça. Fait que je pense que oui. Puis au niveau de l'activité physique, l'entraîneur est supposé aussi que la personne, tu sais, fasse du CrossFit ou l'entraînement plus fonctionnel, qui aime juste les machines, va être capable de faire de tout aussi. Pour le client, ce qui est le mieux. Quelqu'un qui commence, qui n'a aucune expérience, quelqu'un qui est blessé, il ne sera pas fonctionnel. Fait que les machines, ça peut être utile aussi. Fait que ça dépend de la personne que tu as devant toi. Exact. Fait que c'est vraiment d'adapter la situation à la personne devant toi. Puis c'est ça que je pense qui est la plus belle qualité d'un entraîneur. D'être capable de s'adapter, d'être capable de ne pas être pris dans son moule à lui. Donc ça a marché pour moi, fait que tout le monde a marché. Non. C'est quoi tu trouves déplorable J'ai senti à un moment donné, tu avais une genre de frustration contre certaines personnes dans le domaine. Là, quand, c'est plus des entraîneurs, des kines, des naturopathes, de qui tu parles comme. Je te dirais que c'est souvent, moi, juste qu'est-ce que je trouve triste, c'est les gens qui profitent un peu de leur plateforme. Pas les gens, ceux qui ont déjà des abonnés parce que, exemple, c'est des anciens athlètes professionnels, peu importe. Il y a quelque chose. Mais qu'après ça, ils vont véhiculer des messages qui sont totalement biaisés. Totalement, là, en anglais, ils disent un cognitive bias. Ils vont tout le temps être orientés vers leur solution, vers cette approche-là, tout le temps, peu importe. Donc, c'est leur solution. Quand ton seul outil, c'est un marteau, tout va être des clous, là, c'est l'expression. Hein. Mais moi, c'est ces gens-là que je déteste le plus. Puis je les déteste au sens large. Hein. Je ne les déteste pas, je les rencontrerai dans la rue, puis je ne leur parlerai sûrement pas. Mais c'est ce que je trouve triste des réseaux sociaux, c'est que les gens vont devenir très peu nuancés, bien souvent parce que ça pogne. Les gens veulent des solutions. Les gens veulent une solution facile. Oui, en étant très drastique, hein? Je vais dire comme toi, ça pogne, mais il y en a qui utilisent ça, la méthode un peu sexy puis de promotion pour aller chercher des clients. Ouais. Nous, Team Boileau, on dirait, si je parlais avec mon associé, on l'a pas, ça, puis je suis comme, on l'a pas, tu sais, il y en a vraiment qui l'ont, là, le marketing, tu sais, moi, j'en fais du marketing, oui, là, mais comme, je veux pas fourrer personne, comme, c'est ça. Moi, je pense que c'est un discours que j'ai avec Mélodie souvent, c'est ma partenaire d'affaires. Moi, je suis prête à faire du marketing tant que je ne vais pas vers fourrer quelqu'un. C'est ça ma nuance. Je suis prête à en faire, je vais faire des vidéos promotionnelles, je vais me vendre, mais c'est pas vrai que je vais te faire à croire que si tu ne veux pas mon service, tu vas donc mal aller. Il y a une nuance. Là. Non, tu viens de partir une compagnie de suppléments. Il faut que tu aies un marketing. Ouais. Le fait que tu es connu, que tu as ton école, que vous faites des formations, tu vas l'utiliser. C'est sûr, être entrepreneur, comme surtout les premières années, c'est difficile. Il faut que tu aies un plan, il faut que tu aies une stratégie.
sais, moi, je suis capable d'être requin, mais comme c'est vraiment la passion qui m'a motivée d'être entraîneur parce que j'aime ça. Puis j'ai toujours fait pour les bonnes raisons, toujours dans l'intérêt du client. Puis je pense que ce qui m'a aidé, c'est, puis j'ai appris aussi, puis je l'ai dit à mon équipe, dis pas quelque chose que tu connais pas la réponse, puis suppose pas quelque chose. C'est vraiment mieux. Même moi, là, je sais pas la réponse. J'ai aucune idée, je vais la trouver, ou tu sais, tu pourrais aller voir telle personne. Je reste dans mon terrain, je n'hésite pas à référer, je n'hésite pas à aller chercher de l'aide. Puis, j'ai pas de méthode d'entraînement qui est plus gagnante que quelqu'un d'autre, mais je le fais avec passion, je le fais avec mon cœur. Mais tu sais, ça, d'être capable de référer, là, c'est quelque chose que j'adore d'un entraîneur. Ben, j'en ai beaucoup dans mon coin, des entraîneurs là, qui sont populaires sur les réseaux sociaux, là, ils ont des pages, sont super actifs, puis ils me réfèrent des clients parce que ça sort complètement de leur champ d'expertise, fait qu'ils m'envoient un client. Parce que toi, tu fais du virtuel, fait que tu peux travailler avec c'est ça, même des clients qui sont un petit peu partout, là. Exact. T'sais, comme moi, ma réputation, ça a toujours été Mathieu va régler des problèmes. Moi, je règle un problème. T'sais, souvent, je me fais dire, on m'a dit, viens voir toi, pourquoi? Parce que j'ai un problème et personne ne trouve la solution. Parfait, c'est ça que je fais. Mais moi, j'adore ça. Non, puis à Gatineau, on n'a pas tant de gens là, qui sont connus, tu sais, comme par rapport à ce que toi tu fais, ou en tout cas, bref, fait que c'est le fun d'être capable de référer, mais je pense qu'être entraîneur, moi, la façon que je le vois, tu sais, on n'est pas kin, là. Fait que moi, je ne serais pas que beaucoup avec les athlètes ou les gens qui sont blessés, moi, j'aide les gens à bouger, puis de bien le faire, de trouver une approche qui vont adhérer. Les gens, ils veulent trop en faire. Les entraîneurs, ils veulent trop en faire, puis ça sort de leur champ d'expertise. Fait que c'est pas tant compliqué que ça, là. Non, la base n'est pas compliquée. Même le cours d'entraîneur, il y a des choses qui sont overkill, puis je suis en train de penser à une autre approche avec une école qui serait... pas tant... Tu sais, oui, l'anatomie est importante, puis tout ça, je te dis pas ça, mais je vais te le dire, là, il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées de mon cours, puis tu sais, la relation avec ton client, quand il est dans ton bureau, comment tu es capable de l'évaluer physiquement. Il y a des choses qui sont vraiment, vraiment importantes, qui devraient être enseignées dans les cours en entraînement, que quand tu sors de là, tu es zéro équipé, puis comme tu dis, bon, je connais ça, mais je sens que je connais rien non plus, là, tu sais. Fait que j'espère qu'on va évoluer là-dessus, puis qu'on peut rendre ça simple. Puis un kinésiologue, c'est un kinésiologue, il a son bac, tu sais, j'ai mon bac en travail social. Tu sais, quand j'étais dans l'ordre des travailleurs sociaux, j'appartenais à cet ordre-là qui me protégeait. J'ai pratiqué. Là, j'ai pas un bac, je suis entraîneur, puis j'aurais jamais mon bac en entraînement, là. Ça fait que je prendrai pas la place à un kin, mais j'ai ma place aussi. Fait, je pense qu'il faut arrêter de vouloir être plus que qu'est-ce qu'on est, puis que les gens vont venir nous voir pour qu'est-ce qu'on est capable de faire. Tu sais, si je vais te voir, je sais exactement qu'est-ce que toi, tu es capable de m'offrir. Si moi, je veux que quelqu'un me fasse bouger puis qu'il me motive, je vais aller voir quelqu'un avec qui ça va piquer, puis qui va être capable de me faire bouger, me motiver. Que tu sois kinésiologue, j'ai pas de problème ou, tu sais, comme je veux pas diminuer les kinésiologues puis, tu sais, ce qu'ils ont, mais comme j'en ai déjà référé, là, j'avais une joueuse de hockey qui était dans son off-season, je m'en sentais pas à l'aise du tout de la prendre. Il fallait qu'elle prenne la masse, pas trop. J'étais comme, gars, va voir quelqu'un d'autre, je veux vraiment pas m'embarquer là-dedans, tu sais. Bien, c'est de rester un peu dans ce qu'on est vraiment bon pour faire. Tu le disais tantôt, mes cas psychologiques, je les réfère tous. Pourquoi? Parce que je donne un cours sur le fonctionnement du cerveau, mais jamais je prendrai un client qui fait ça. Parce que moi, je suis capable d'expliquer la théorie, mais ne demande-moi pas de le faire en pratique. Pourquoi? Parce que je ne suis pas émotif. Donc, je ne suis pas capable d'embarquer dans le pattern émotionnel du client. Mais je suis pas capable de le comprendre. Hein? Est-ce que tu as de l'empathie? Bien, j'essaye. Non, mais est-ce que ça vient... Tu sais, pour moi, être empathique, c'est comme inné. Tu sais, pour toi, je veux dire, il y a comme... C'est juste quelque chose de plus difficile. Exact, parce que moi, je vais toujours essayer de voir la solution logique ou la réponse logique au problème. C'est sûr qu'il va nuire à mon empathie. Tu sais, même si, exemple, je vois un bébé chat qui a mal, puis je trouve ça très triste, là, tu sais, mais la connexion, c'est certain que c'est pas la première chose que je réussis à faire. Correct, parce que tu travailles avec des gens qui ont des forces différentes, comme Mélodie, tu sais. Exact. C'est correct, tu sais, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont vraiment beaucoup besoin d'empathie, puis il y a d'autres situations que ça a moins sa place. C'est correct, mais moi, par rapport à certains objectifs de fitness, j'aime mieux travailler avec quelqu'un qui, justement, qui trouve la solution. Je veux pas d'émotion. Ça dépend qu'est-ce qu'on fait. Ben, c'est ça. Comme moi, mon rôle, c'est de trouver des solutions à des problèmes. Ben, les émotions,
OK, là, j'ai beaucoup plus appris sur le fonctionnement des émotions. Fait que c'est sûr qu'après ça, au niveau de la manière que la personne va s'exprimer, moi, ça va juste m'ajouter une couche d'information finalement. Tu sais, ça ne changera pas mon comportement émotif parce que ce n'est pas ça le but. C'est drôle, ma blonde, elle est bonne aussi. Ma blonde actuelle, Annie, est très émotive. Elle a étudié là-dedans comme travailleur social. Fait qu'elle a étudié dans ce domaine-là. Fait qu'elle me disait l'autre fois, ça te sert à quoi d'apprendre tous ces raisonnements-là si tu n'es pas capable de les appliquer? Ben, je dis, tu ne comprends pas que moi, je ne peux pas l'appliquer de manière travailleuse sociale parce que ça ne me rejoint pas. Mais d'apprendre la connexion avec ce que je sais déjà, ça me rajoute une couche d'information. Fait que moi, ça me rajoute des données, finalement. Ben, tu sais, tu es un gars, je trouve quand même que tu arrives à bien entrer en relation avec les gens. Là, peut-être que pour toi, socialement, c'est plus difficile de créer un lien, mais en tout cas, si oui, ça paraît pas. Parce que souvent, les gens qui sont plus cérébrales, c'est différent. Mais j'aime parler au monde. Social, le genre, je veux dire. J'aime beaucoup parler aux gens. J'adore parler aux gens. C'est juste qu'après ça, être capable de saisir une personne, c'est pas ma force. De la saisir émotivement. C'est exact. Fait que c'est un combat tout le temps. Hein, des fois, on va quelque part, puis là, je parle, de ma blonde, on s'en va, ma blonde, elle dit, t'as pas remarqué que cette personne-là était super mal à l'aise quand t'as dit ça? Non, pas du tout. Je m'en suis pas rendu compte. Fait que, elle dit, oui, elle dit, OK, bon, une chance, j'ai pas continué là-dessus, mais c'est pas quelque chose qui me vient facilement. Mais bref, ça fait de toi ton aide, puis tu sais, moi, j'ai appris à te connaître à travers les formations, puis c'est super intéressant, puis je pense que ce que je ressens de toi, puis même quand je t'ai demandé de venir au podcast, tu m'as dit oui, c'est que tu veux aider les gens quand même avec ton humour, avec ta façon. Puis ça, j'aime bien ça. Puis si tu es dans un travail qui est complexe, c'est comme tout le temps une zone grise. Moi, tu sais, souvent, je vais aux formations, puis je suis comme, c'est souvent gris, là. Fait que, t'as pas le choix. Je comprends, tu sais. Fait qu'en tout cas, moi, je suggère aux gens d'aller voir là, vos suppléments de 1, puis de 2, si jamais il y en a qui veulent te contacter, qui ont, toi, tu fais troubles digestifs, quoi d'autre? Ben, trouble digestif, c'est beaucoup. Je te dirais que c'est quasiment 50 de ma clientèle facilement parce que c'est peut-être le trouble que le monde sont le moins à l'aise avec. Puis moi, je suis assez à l'aise avec ça. Donc, après ça, ben, c'est sûr que je ne peux pas rentrer dans la pathologie. Hein. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste, donc je ne peux pas y aller avec les pathologies. Mais oui, tout ce qui est gestion de l'appétit, gestion du système digestif, gestion du sommeil, gestion du stress, c'est des choses que je peux faire. Tant qu'on n'est pas dans la pathologie, moi, je peux t'aider à optimiser ça. On parle, fait que quelqu'un qui est diabétique, par exemple, tu ne pourrais pas l'aider. Je ne pourrais pas l'aider avec son diabète. Donc, légalement, s'il est diabétique, c'est une nutritionniste qui doit le suivre pour son diabète. Bien, c'est ça. Bien, justement, mais exemple, quelqu'un qui est diabétique qui veut venir nous voir pour sa perte de poids, mais que son diabète est contrôlé, maintenant, je n'y prends même plus. Puis là, on parle diabète contrôlé, suivi, je ne veux même plus embarquer là-dedans. Là, j'ai une nutritionniste dans l'équipe. Fait que, correct, mais je veux dire, avant, on les prenait. Je veux dire, je n'allais pas traiter son diabète, là. Sauf que ça mène C'est une zone très grise, hein, parce que, tu sais, moi, j'ai déjà eu des clients qui sont venus me voir pour ça. Puis, je ne mentirai pas, je leur ai dit, est-ce que tu as vu une nutritionniste? Oui. Est-ce que ça a marché? Non. Est-ce que tu as demandé d'en voir un autre? Oui. Est-ce que ça a marché? Non. Moi, je ne peux pas t'aider avec ton diabète. Moi, ce que je vais faire, c'est regarder ton alimentation, puis essayer que ça soit mieux. Parce qu'on s'entend, là. Le diabète, pour une personne normale, c'est juste le fonctionnement de l'équilibre énergétique qu'il faut que tu améliores. C'est sûr que le diabétique est rendu plus profond dans son dysfonctionnement. Fait que tu vas peut-être avoir plus de travail à faire, mais jamais je vais dire au diabétique, moi, je vais traiter ton diabète. Jamais. Jamais même, je vais essayer de traiter son diabète parce que ce n'est pas ça le but. Mm-hmm. Le but de l'approche, c'est que le client va me dire, oh, mais je n'ai pas d'énergie, je dors très mal. Parfait, on va essayer de voir si on peut te donner de l'énergie. Si on a des problèmes avec ton diabète, j'ai les amis nutritionnistes, je vais les appeler. Pour finir, si je te demandais quelque chose que toi t'appliques dans ta vie, ça serait quoi ton truc pour atteindre un équilibre, une harmonie, une santé le plus optimale possible? Je suis certaine que tu as eu des moments dans ta vie où est-ce que tu étais en déséquilibre. Je suis certaine que ça a été
Tu t'es pas rendu où tu es aujourd'hui avec juste des moments équilibrés où est-ce que tu avais de bien manger, bien dormir, tout ça. Fait que maintenant, là, à l'âge que tu es rendu avec ta sagesse, je souhaite, ça serait quoi, selon toi, ton conseil pour la santé optimale? Bien, apprendre un peu à s'écouter. Puis, pas les petits symptômes ou les petits bobos que tu dis, oh, mais c'est pas grave, ça va passer. Ben, c'est déjà un signe qu'il faudrait peut-être t'arrêter. Quand tu t'en rends compte, parce que ton système te dit toujours des choses, hein, va te parler, va se manifester de X, Y, Z manière. Moi, je me suis rendu compte avec le temps qu'il y a des points sur lesquels, quand je me mets à, disons, abuser de mon propre système, il y a un effet secondaire qui apparaît. Moi, c'est ma digestion beaucoup là, qui devient problématique. Puis, maintenant, quand je vois que je suis souvent ballonné, mon transit est moins régulier, puis pourtant, je mange toujours très bien, OK, là, c'est le temps de breaker. On va slacker sur le café, on va me coucher un peu plus, faire une sieste l'après-midi si je peux. On va peut-être slacker sur le gym pour. Fait que le conseil, c'est de commencer à s'écouter. Ignorez pas ce qui va mal. Arrêtez de considérer que vos petits inconforts sont normaux. C'est bon, j'adore ça. Apprendre à s'écouter. Oui. Merci. Puis c'est quelque chose que moi aussi, j'applique. Je pense qu'en vieillissant, on le sait, là, justement, que les petits bobos deviennent des gros bobos si on les attaque pas. Ça. Parce que les gens sont tellement habitués d'avoir les petits inconforts des fois que pour eux, c'est normal. Ouais, non, c'est pas normal. Il peut y avoir des légers inconforts sporadiques. Quand c'est rendu tout le temps, là, c'est plus un inconfort. Mm-hmm. Non, c'est vrai. En tout cas, merci Mathieu de nous avoir partagé toutes tes connaissances. Puis, en souhaitant que tu viennes à Gatineau, qu'on puisse avoir une qualité A1 d'image. Puis, peut-être que je t'emmènerai à Gatineau pour une formation bientôt. Oh oui, mais je regarde ça cet été. Là. Ma blonde va avoir des vacances. On va descendre à Gatineau. Good. Ben, on se voit bientôt. Merci. Bye bye, Émilie. Oui.